De Mouloud Mamri, conte berbère de Kabylie. Matchaho telem tchaho. C'est la formule incomprise mais toujours évocatrice par laquelle s'ouvrent tous les contes que depuis des temps très anciens, les vieilles grand-mères berbères de Kabylie redisent à leurs petits-enfants et aussi à ceux qui le sont moins. C'est la marque de l'ancienneté, c'est aussi le magique sésame, la formule qui donne accès au monde à la fois étrange et familier, où toutes les merveilles sont à portée de désir et tous les vœux miraculeusement exaucés, comme dans les rêves, ou cruellement déçus, comme dans la réalité. Tous ces contes sont oraux. Ils ont pour venir jusqu'à nous traverser des dizaines de générations. Peut-être vivent-ils les dernières années où nous pouvons les entendre encore sous cette forme. D'autres jeux, d'autres modes de dire et de rêver, point d'interrogation, les remplacent. Il était donc grand temps de leur donner même cette vie demi-morte de l'écrit qui les réduit, les momifie, mais en sauve au moins l'image. Préface de Mouloud Mamri. Premier conte, Aubépin. Matchao telem tchao. Il était une fois un homme qui aimait passionnément la chasse. Dès le point du jour, il s'en allait dans la forêt à la poursuite du gibier et ne rentrait qu'à la tombée de la nuit. Il prit un jour un perdreau vivant qu'il ramena à la maison et confia à sa femme en lui disant « Prends bien soin de cet oiseau et surtout veille à ce qu'il ne s'envole pas. Au printemps, je m'en servirai d'appât pour attirer les perdrix. » L'homme et la femme n'avaient qu'une fille. Comme elle s'ennuyait d'être toujours seule à la maison, elle demanda à sa mère de lui donner le perdreau pour jouer avec lui. La mère d'abord refusa, puis devant les pleurs et les prières de sa fille, finit par céder, mais avec force recommandation. Attache-lui à la patte une longue ficelle, ferme toutes les issues pour que le perdreau ne puisse pas s'échapper, car si tu le perds, ton père nous chassera de la maison toutes les deux. La petite fille promit de veiller très soigneusement sur le perdreau. Chaque matin, elle le sortait de sa cage, s'enfermait avec lui dans une pièce et jouait jusqu'à ce qu'elle fût fatiguée. Un soir qu'elle venait pendant toute la journée de le faire courir, danser, voleter au bout de sa ficelle, une soif ardente s'empara d'elle. Elle ouvrit la porte pour aller boire et le perdreau s'engouffra dans l'issue qu'on lui avait ménagée et s'envola d'un trait, emportant la ficelle avec lui. Le soir, quand le chasseur rentra, sa femme lui servit à dîner et il s'apprêtait à aller dormir quand il s'avisa que le perdreau n'était plus à la place où il se trouvait ordinairement. « Vous avez changé l'oiseau de place ?» demanda-t-il. Sa femme resta figée de peur. « Eh bien, dit-il, qu'est-ce que tu as fait du perdreau ? Je ne le vois pas. » Elle dut lui avouer la vérité. « Quoi ? S'écria le chasseur furieux. « Je t'avais bien recommandé. Ta fille avait soif, elle n'a ouvert la porte qu'un tout petit instant. Elle a ouvert la porte, mais c'est toi qui lui as donné le perdreau. Puisque c'est ainsi, vous allez partir à sa recherche toutes les deux, et vous ne rentrerez que quand vous l'aurez retrouvé. » La femme eut beau pleurer, prier, le mari ne voulut rien entendre. « Vous allez sortir tout de suite. Dehors il fait nuit. Où irons-nous ? Nous ne connaissons pas le pays, ta fille ni moi. Demain, dès le point du jour ? » « Non, cria le chasseur, maintenant. » La femme réveilla sa fille, elle enferma vite quelques maigres provisions dans un nouet, on dit en note linge noué pour faire un baluchon, et elles partirent dans la nuit. Elles marchèrent longtemps dans la forêt. Elles suivaient les chemins tracés de peur de tomber sur des bêtes sauvages, mais elles ne virent de perdreau nulle part à cette heure de la nuit. À la fin, elles entrèrent dans un maquis épais où elles rencontrèrent une hase affairée. On dit en note la hase et la femelle du lièvre. « Que faites-vous à cette heure dans la forêt ?» s'étonna la hase. « Nous cherchons un perdreau que nous avons perdu, dit la mère. »« Malheureuse,
vous êtes ici dans la demeure des fauves, ils sont tous à chasser dans la forêt. C'est aujourd'hui mon tour de garder leur repère. Mais c'est bientôt l'aube, ils vont rentrer, et s'ils vous trouvent ici, ils vous mangeront. Fuyons, cria la fille. Il est trop tard, dit la hase. Où iriez-vous? Les animaux sont déjà sur le chemin du retour, et vous allez sûrement les rencontrer. Quoi faire alors? Demanda la mère. Vous voyez cet arbre, dit la hase, il est haut et touffu. Vous allez monter et vous cacher dans le feuillage le plus haut que vous pourrez. Vous y resterez tout le jour. À la nuit tombée, les animaux de nouveau vont sortir. Vous descendrez et vous fuirez d'ici. La mère et la fille montèrent jusqu'au faîte de l'arbre. Elles s'y installèrent le plus commodément qu'elles purent, la fille au-dessus de sa mère. Bientôt des rugissements, des cris, des sifflements, des bruits de branches cassées annoncèrent le retour des fauves. À mesure qu'ils arrivaient, ils allaient s'installer chacun dans son coin pour le reste de la journée. Le lion rentra le dernier. « dit-il, cela sent la chair fraîche. » Pendant que vous étiez absent, dit la hase, je me suis préparé un léger repas, je viens juste de finir. Les fauves s'endormirent. Du haut de l'arbre, la femme était morte de peur. La petite fille n'arrêtait pas de pleurer, tandis qu'à la fin, une larme tomba sur la moustache du lion. « Enfant, rugit-il, il y a quelqu'un dans l'arbre. Je viens de recevoir une goutte sur la lèvre. C'est la pluie, dit la hase. Fourmi, dit le lion, monte voir dans l'arbre. La fourmi monta. Au haut de l'arbre, elle rencontra la jambe de la femme et la mordit. La mère l'écrasa de peur que la fourmi n'aille piquer sa fille et ne lui arrache un cri de douleur. La petite continuait de pleurer et de nouveau une larme tomba, cette fois sur le front du tigre, qui cria « Enfant, cet arbre est habité. Une goutte vient de me tomber sur le front. » « C'est que le temps est couvert, dit la hase, il tombe quelques gouttes de pluie. »« Chacal, dit le lion, sors voir quel temps il fait. » Le chacal revint bientôt. « Alors, demanda le lion, il fait un temps superbe, dit le chacal. Il n'y a pas un nuage dans le ciel et la nuit éclaire comme en plein jour. »« Serpent, ordonna le lion, monte dans l'arbre. » Le serpent ondula le long du tronc, puis de branche en branche arriva jusqu'au faîte. Il buta sur la jambe de la femme et la piqua. Un hurlement s'éleva aussitôt. Puis le corps de la mère vint s'affaler lourdement par terre. Les fauves se précipitèrent, le déchiquetèrent en un rien de temps et se partagèrent les morceaux pour les dévorer. Dans le ventre de la femme, ils trouvèrent un bébé que la hase aussitôt revendiqua pour sa part. « Je n'ai plus de dents, dit-elle, je ne pourrai mâcher que la chair tendre du bébé. » Le lion le lui laissa et elle l'étendit dans un coin sur un lit d'herbe avec ce qui restait des os de la mer. « Je le mangerai cette nuit, dit-elle, quand vous serez partis. » Le soir venu, les fauves commencèrent à se lever de leur sommeil et les uns après les autres à sortir de nouveau à la recherche de gibier dans la forêt. Avant de partir, il leur fallait établir le tour de garde de ce jour-là. « Aujourd'hui, dit la hase, je suis fatigué, je veux bien vous garder la maison aujourd'hui encore. De toute façon, j'ai de quoi manger pour toute la journée. » Les animaux se dispersèrent. Quand le dernier eut disparu, la hase rassembla ce qui restait des eaux de la mer, en retira la moelle qu'elle mit dans des tubes de roseau, puis elle se tourna vers la fille. « Descends, malheureuse, lui dit-elle. » La fille descendit, les yeux exorbités par l'épouvante et toute rougie d'insomnie. La hase lui tendit le bébé. « Voici ton frère, lui dit-elle. Emporte-le, prends bien soin de lui, élève-le, jusqu'à ce qu'il devienne grand et puisse te venir en aide. »« Comment le nourrirai-je » demanda la fille. « Prends ces tubes, dedans il y a la moelle de ta mère. Chaque fois que ton frère pleurera, trempe ton doigt dans la moelle et donne-le lui à sucer. Quand il n'y aura plus de moelle, tu trouveras bien du lait. Et maintenant va, sauve-toi et ne reviens plus jamais dans ces parages. » La petite fille prit le bébé, les roseaux, et aussi vite que ses jambes pouvaient courir, s'enfuit. Quand son frère pleurait, elle trempait son doigt dans la moelle et le lui faisait téter.
Elle se demanda quel nom elle allait lui donner, et se rappelant que l'antre des fauves où elle l'avait recueilli était au milieu d'un dense maquis d'aubépines, elle l'appela Aubépin. Elle erra longtemps de pays en pays, puis un jour arriva dans un village où les habitants, touchés par son malheur, lui offrirent l'hospitalité. Ils lui accordèrent une petite chaumière avec un jardin qu'elle pouvait cultiver pour vivre. Elle était toute heureuse d'avoir enfin trouvé un foyer et de quoi subsister, puis les années passèrent et elle devint une belle jeune fille. Beaucoup de jeunes gens vinrent la demander en mariage, mais elle ne voulait pas quitter Aubépin avant qu'il fût en âge de n'avoir plus besoin d'elle.